Votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Congo nous rassure et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Sans plus attendre, voici l'essentiel de ce journal. L'intersyndicale de l'université Marien Ngouabi, après plusieurs démarches, va déclencher une grève illimitée à compter de ce 18 février 2023 sur l'ensemble des établissements et facultés de la dite université. Et puis le CEPSO enregistrera un déficit de 5 milliards sur les 24 milliards 205 millions de francs CFA de prévision au titre de l'année 2023. Enfin, session du Conseil départemental et municipal de Brazzaville. Face aux défis auxquels sont confrontés les Brazzavillois, Dieudonné Bantimba appelle à l'ardeur au travail. Invitée de ce journal, Fanny, artiste musicienne, elle est sur ce plateau pour nous parler de sa prestation ici à Brazzaville. Également invité, Loïc, chroniqueur culturel, qui nous parlera de cet événement de la mort. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous l'avez suivi en titre, l'université Marien Ngouabi est en grève. Pour en savoir davantage sur ce mouvement, suivez plutôt ce reportage de Armel Christian Zingamiko. Cette ambiance de va-et-vient des étudiants de l'université Marien Ngouabi n'existera plus pendant un bout du temps. Et pour cause, les enseignants et le personnel administratif de l'université Marien Ngouabi ont mis en exergue leur menace de grève annoncée depuis le 10 février dernier. Nous avons fait un préavis de grève et nous avons été reçus à différentes échelles. À la présidente de l'université Marien Ngouabi, à notre ministère de tutelle chez Mme Adoki et au niveau de la primature chez notre collègue Coliné Makosso. Ces rencontres ont été infructueuses sur les 6 points ou les 6 exigences que nous avons posées. Nous ne reprendrons le travail que si nos 6 doléances seront exaucées. Voilà en amont ou en bref. Nous allons arrêter demain matin, samedi. Nous ferons le tour dans les établissements pour dégager les briseuses et les briseurs de grève. Et nous avons besoin d'une université stable. À compter du 10 février 2023, il n'y aura plus de cours pour les étudiants. L'intersyndicat de l'université Marien Ngouabi en a décidé ainsi. Plusieurs démarches ont été entreprises au sujet de 6 points contenus dans leur cahier de charge, qui sont restés toujours sans suite. Nos exigences, c'est d'abord un budget conséquent à l'université Marien Ngouabi. Ensuite, nous voulons qu'on nous paye 4 années d'heures complémentaires et supérieures. Là-dedans, nous avons ce qu'on appelle à l'université des vacataires, c'est-à-dire les gens qui viennent pour nous aider et qui ne sont pas payés depuis 4 ans. Et ces heures, en ce qui nous concerne nous-mêmes, ne sont pas payées. Ce sont des heures de travail. Le bénévolat n'existe plus nulle part au monde. Ensuite, nous avons le problème de la concomitance dans le paiement de salaire. On a signé plusieurs textes. Et en dehors de cela, le point culminant, le principal point, c'est celui du statut particulier de l'université Marien Ngouabi. Ce statut a été signé par le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, depuis 2012. Le reste, c'est la faisabilité. Au-delà de tout, les défenseurs des droits et intérêts du personnel de l'université Marien Ngouabi restent ouverts à toute négociation pour mener à bien cette préoccupation. Pendant ce temps, la Haute Autorité de lutte contre la corruption intensifie sa campagne de lutte contre la corruption en milieu scolaire. Ce vendredi, vous allez le voir, ses responsables étaient face aux élèves du complexe scolaire Nganga Edouard pour leur parler des conséquences de ce phénomène. Le point dans ce reportage. Un échantillon d'élèves du lycée d'enseignement général Nganga Edouard a été sensibilisé sur la corruption et la fraude. La corruption est un mal qu'il faut combattre à tout prix, comme le dit le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olita Ondongo.
La plateforme La Planche du salut des élèves et étudiants du Congo qui œuvrent aux côtés de la HALC s'engage donc à faire de la lutte contre la corruption en milieu scolaire son cheval de bataille. Chers élèves, tous on doit s'engager à lutter ensemble contre la corruption. Dans la corruption, les tâches sont reparties. Vous avez votre part de responsabilité. Les autorités également ont leur part de responsabilité. Nous luttons contre la corruption, pas parce que ce n'est pas une chose simple à faire. La corruption touche les esprits. La corruption devient comme un comportement dans le secteur éducatif. Le président de la HALC a, au cours de cet échange interactif avec les apprenants, fait la présentation et mis en exergue les missions de cette institution dont il a la charge. Il a également montré aux élèves combien l'école joue un rôle primordial dans leur vie. Chers élèves, j'espère que vous savez pourquoi vous allez à l'école. L'école, c'est la vie de chacun de nous. L'école, c'est la vie de toute une nation entière, car sans l'école, il n'y a ni nation ni État. Vous pouvez par là mesurer la noble mission que vous gérez au quotidien, l'ampleur du poids et le degré de responsabilité que vous portez sur vous. Vous le savez peut-être mieux que moi, que la réglementation en vigueur n'est pas restée indifférente devant les antivaleurs. Après ces échanges, les élèves sortent de là très satisfaits. C'est le cas ici d'Olivier Brali Lesoulenda, élève en terminale D5. Dorénavant, au lieu de mettre plus de force dans la tricherie et la corruption, nous devons plus travailler et dénoncer aussi les auteurs de la corruption pour ne pas pourrir cette génération que nous sommes des futurs cadres de ce pays. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption et de fraude, il suffit d'appeler le numéro vert de la HALC, le 1023, ont précisé les responsables de cette institution. Mikris Kabamboko, lui, était chez le président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, vous allez le voir, a présenté à Isidore Mvoba son plan d'action qui met un accent particulier sur la réinsertion des jeunes délinquants. Le point dans ce reportage de Irma Oko et Edouardez Dabira. Pour le plein épanouissement des jeunes du Congo, Mikris Kabamboko s'est rapproché de Isidore Mvoba. Cette visite, qui intervient 105 jours après sa prise de service à la tête du Conseil consultatif de la jeunesse, est une façon pour le secrétaire exécutif permanent du CCJ de renforcer les connaissances, acquérir la sagesse requise afin de mener à bien les missions qui sont les siennes. Ce partage d'expérience pour cette première rencontre avec Isidore Mvoba a été fructueux, à en croire Mikris Kabamboko. Nous avons pu recueillir de nombreux conseils avisés de l'honorable président parce que l'opinion nationale et internationale sait que c'était un grand dirigeant de la jeunesse et bien sûr à l'image donc de leur parcours, du sien et de celui du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, nous sommes donc à l'école du savoir, à l'école de la sagesse, tout ceci pour pouvoir nous permettre d'avoir une action importante, une action juste et une action qui aura de l'impact pour la jeunesse de notre pays. Le secrétaire exécutif permanent du Conseil consultatif de la jeunesse a également profité de l'occasion pour présenter au président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvoba, le plan d'action de son institution, qui réserve une place majeure au problème de la délinquance juvénile. Ce plan met aussi un accent sur la réinsertion des jeunes délinquants dans les centres d'éducation et de réinsertion mis en place dans les localités de Bokania dans la Cuvette et Aubéville dans la Bouenza. Mikris Kabamboko a également annoncé que ces centres pourraient accueillir d'ici le premier ou le deuxième trimestre de l'année prochaine les premiers pensionnés.
Et puis le comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye qui s'est réuni ce vendredi en Éthiopie en présence de Denis Sassou Nguesso, son président, et d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, appuie le processus conduisant à la tenue de la conférence inter-libyenne de réconciliation avant les élections générales, bien entendu, dans ce pays. Suivez le point dans ce reportage de Edves. Mais tous les pays voisins de la Libye sont membres du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Et nous savons que tous les pays voisins de la Libye qui subissent directement les effets de cette crise. Donc nous venons de tenir une réunion, une bonne réunion, qui nous conforte dans l'idée que nous partageons avec les Libyens, ce qui consiste à aller vers une conférence nationale de réconciliation qui soit inclusive. Vous venez de suivre le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui s'est réjoui de ce que l'instance qu'il dirige a parlé de la même voix, tout en exhortant les États membres du comité à s'investir davantage en matière des finances, mais aussi matérielles, pour réussir ce plan qui est celui de la réconciliation des peuples libyens. Je vous l'ai dit au tout début de ce journal, invité Fanny J, elle est artiste musicienne, mais également Loïc, chroniqueur musical. Ils sont sur ce plateau pour nous parler de ce dîner de gala à l'occasion du mois de la femme. La première question s'adresse particulièrement à M. Loïc. Pourquoi avoir organisé ce dîner à l'occasion de ce mois de la femme? Déjà, bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ce dîner de gala, vous savez, le mois de février est dédié au mois de l'amour. Donc, Grand Sel et Fumo Entertainment ont bien pensé, pourquoi ne pas donner aux Congolais le spectacle qu'il faut avec ces personnes-là qui ne vivent que pour l'amour, pour ces artistes-là qui seront invités qui seront avec nous dans ce dîner de gala. Je parle bien de Fanny J, Princess Lover, Tia, Kim et Marvin. Alors ce dîner de gala est ouvert à tout le monde ou bien il y a une classe réservée? Comme vous le savez, c'est un dîner de gala et il faut le dire, tout le monde ne s'intéresse pas à un dîner de gala. Voilà pourquoi, même dans nos visuels, nous avons bien signifié chic et classe. Donc, si vous êtes chic et classe, vous êtes très bien conviés à notre dîner de gala, ce 18 février 2023, au pavillon Joséphine. On peut avoir une idée sur le lieu et la date? Oui, c'est demain déjà, le samedi 18 février 2023, au pavillon Joséphine, qui est juste en face du stade des Bouilles. Alors, Fanny J, vous êtes à Brazzaville pour célébrer l'amour. Êtes-vous amoureuse? Je suis toujours amoureuse, je suis une amoureuse de l'amour et je suis amoureuse de Brazzaville. Alors, qu'est-ce que vous réservez à ces mélomanes, j'allais dire, à ces invités qui viendront à ce dîner de gala? Alors, de l'amour, on l'a déjà dit, de l'amour en pagaille, mais surtout un show de retour, parce que je pense que pour chacun des artistes, c'est un moment d'émotion. On est heureux de pouvoir retourner à Brazzaville et de pouvoir nous exprimer sur du zouk. Parce que c'est vrai qu'on a eu ce petit moment de latence, mais aujourd'hui, on remercie justement la production d'avoir fait appel à nous et on réserve un spectacle magnifique. Donc venez habillés, chic, classe. Messieurs, sortez mesdames, soyez parés de vos plus beaux colliers, de vos plus belles boucles d'oreilles. Nous, on sera là pour vous ambiancer. Alors, est-ce qu'il y aura des chansons particulières ou bien ce sont les mêmes chansons des Fanny J qu'on a l'habitude d'écouter? On est obligé de passer par les standards. Et quand je dis les standards, je l'aime, je l'aime. Donc ça, ce sera ça. Il y aura ça, mais il y aura encore des nouveaux morceaux et plein d'autres choses. Alors, Monsieur Loïc, est-ce que à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, ceux qui nous suivent en ce moment-là, est-ce qu'il y a un message particulier? Le seul message, c'est voilà, le dîner de gala de l'année du Congo-Brazzaville, c'est demain, ce 18 février 2023, pavillon Joséphine, cadeau signé Grand Sel Fumo Entertainment pour une panoplie d'artistes. Je cite bien Fanny J, Princess Lover, Tia, Kim, Marvin, mais aussi un cadeau de RDJ et Axel Tony. Jusque-là, vous ne faites que citer des artistes étrangers. Je n'ai pas entendu le nom d'un artiste congolais. Bien sûr, toujours, parce qu'avec Fumo Entertainment et Grand Sel, dans chaque événement organisé, nous cherchons toujours à mettre de la lumière aux artistes congolais. Pour les artistes congolais, déjà côté DJ, nous aurons DJ Bobo, nous aurons DJ Salvador, et en première partie, nous aurons la révélation congolaise, en tout cas en musique, DJ L8 Wakaboy, qui sera aussi avec nous.
On a l'habitude de célébrer l'amour. Quelle sera la particularité pour cette année? La particularité pour cette année déjà dans ce dîner de gala, c'est célébrer généralement on célèbre l'amour au restaurant, seul, vous êtes en train de manger avec votre chérie, mais là, vous mangez, vous buvez, vous avez un showcase de Fanny G, Tia, Princess Lover, Marvin, Kim, et RDJ, Axel Tony, c'est ça la particularité. En tout cas, vous mangez, vous buvez et vous avez un spectacle de malade. Suivant en ce moment. En tout cas, tout ce qui nous suit, en tout cas sur la DRTV internationale, rendez-vous demain au pavillon Joséphine, cadeau signé Grand Self Entertainment pour un dîner de gala magnifique. Fanny G, Princess Lover, Tia, Marvin, Kim, Axel Tony, RDJ et beaucoup d'artistes congolais. Cadeau signé Grand Self Entertainment. Ça ne fait que commencer. Soyez nombreux. Merci beaucoup. Allez-y avant de terminer. Que du love. Je vous donne rendez-vous demain. Je crois qu'il a déjà tout dit. Soyez rendez-vous demain. Fanny J, artiste et musicienne, Loïc, chroniqueur musical sur ce plateau pour nous parler de ce dîner de gala à l'occasion du mois de l'amour. Et ça sera au pavillon Joséphine. C'est déjà à quelle heure? Demain? À partir de 18h. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de l'amour. Brazzaville, vous le saviez, est confronté à plusieurs difficultés. Et pour tenter tant soit peu pour résoudre ces problèmes, les élus locaux se sont retrouvés en session ordinaire budgétaire du conseil départemental et municipal pour se pencher sur les défis de l'heure. Suivez ce point dans ce reportage. Des poignées de main et des accolades. C'est l'ambiance dans cette salle de l'hôtel de ville de Brazzaville. C'est la première session ordinaire budgétaire du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville. Quelques instants après, Dieudonné Bantimba, président du conseil, fait son entrée. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le préfet du département de Brazzaville, accompagné du président du conseil départemental et municipal, député maire de Brazzaville. Devant le collectif des sénateurs élus de Brazzaville, le premier secrétaire déballe les affaires. Affaire numéro 1. Projet de délibération portant examen et adoption du plan d'action du conseil départemental et municipal de Brazzaville, exercice 2022-2027. Affaire numéro 2. Projet de délibération portant examen et adoption du programme d'investissement du conseil départemental et municipal de Brazzaville, exercice 2023. Affaire numéro 3. Projet de délibération portant examen et adoption du budget du conseil départemental et municipal de Brazzaville, exercice 2023. Affaire numéro 4. Projet de délibération portant examen et adoption de la convention de partenariat entre l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé et la mairie de Brazzaville. Au total, cette affaire inscrite à l'ordre du jour qui sont soumises à la réflexion des conseillers au cours de cette session qui baissera ses rideaux le 27 février prochain. Mais avant de commencer, il faut d'abord habiller les élus et c'est Pierre Sévère Iboko Nanga, préfet du département de Brazzaville, qui s'en est chargé. La session s'ouvre face au défi de l'heure. Dieudonné Bantimba appelle les membres de cette assemblée locale à l'unité et à l'ardeur au travail pour relever les défis au cours de cette mandature. Et tout ceci pour le mieux-être des Brazzavillois. Les élus locaux du Kwilu, eux également, vont se pencher au cours de la deuxième session ordinaire budgétaire du conseil départemental sur les problèmes liés au développement socio-économique de ce département et à l'élaboration du budget 2023. Alexandre Mabiala, son président, édifie ses élus locaux sur la décentralisation. Suivez ce reportage de Jean-Pierre Février. C'est devant le préfet du Kwilu, les distingués conseillers départementaux et les invités de marque que s'est ouverte le vendredi 17 février 2023 dans la salle de conférence Antoinette de Sassou Nguesso de Luango, la deuxième session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental du Kwilu. Une session qui prendra 10 jours de travaux pour examiner en 14 affaires
les problèmes liés au développement socio-économique du Kwilu et à l'élaboration du budget exercice 2023 de cet hémicycle local. Une cérémonie d'ouverture marquée par 1 minute de silence en mémoire des personnalités illustres du Kwilu rappelées à Dieu en 2022. Occasion pour Alexandre Mabiala, président du Conseil, dans son allocution d'ouverture, d'édifier l'auditoire sur les avancées significatives de la décentralisation dans le Kwilu. Pour le développement progressif de notre département, le conseil départemental n'est point sans atout. Aujourd'hui, plusieurs données connues fondent notre espoir dans l'avenir. Le 28 novembre 2022, s'adressant au Parlement réuni en congrès, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, avait instruit le gouvernement de la République sur la mise en œuvre effective de la décentralisation dans notre pays. Le président de la République a voulu rassurer les décideurs locaux et les communautés rurales que sa détermination à soutenir le processus de décentralisation engagé pour impulser le développement local est totale et irréversible. Le processus enclenché à cet effet va se renforcer avec la tenue très prochaine du Forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local, convoqué du 1er au 3 mars 2023 à Kintélé. C'est encore là une occasion indiquée pour mettre en relief les exigences d'une gestion efficace des collectivités locales alignées sur les objectifs du développement durable. En outre, le lancement des projets importants par le président de la République dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu, à savoir la construction de l'université de Luango, la zone économique de Pointe-Noire et du Kwilu, sont autant des indicateurs de la volonté du gouvernement de la République d'aller de l'avant. Dans les domaines de la santé et de l'enseignement de base, le cadre juridique pour un transfert des crédits vient d'être achevé. Cette deuxième session ordinaire dite budgétaire prendra fin le 27 février 2023. Deuxième invité, Jean-Pierre Nonote, il est le directeur des institutions financières nationales. Avec lui, il sera question du service bancaire minimum garanti. Merci, monsieur le directeur, d'être venu sur ce plateau. Alors, la première question, naturellement, c'est quoi le service bancaire minimum garanti? Je vais ralentir la réponse. Je vous remercie déjà de m'accorder la parole. Je vais d'abord présenter qu'est-ce que c'est la Direction générale des institutions financières nationales. C'est un organe technique qui accompagne le ministre de l'économie et des finances dans la supervision de la finance privée, à savoir les banques et assimilés, les établissements de crédit, les microfinances, les nouveaux établissements de paiement. À ce titre, nous supervisons et nous accompagnons la réalisation et l'application de la réglementation. Maintenant, pour en revenir à votre question, le service bancaire minimum garanti est un ensemble de produits de services bancaires gratuits et obligatoires, qui sont donc garantis par cette réglementation. Alors, lesquels sont concernés donc par cette disposition prise par la COBAC? Les concernés sont les consommateurs physiques essentiellement, pour ne pas dire totalement. Les consommateurs physiques des produits bancaires et des services bancaires. Et tout ceci couvert par la réglementation 01/20/CEMAC/UMAC/COBAC du 3 juillet 2020 relative à la protection des consommateurs des produits et services bancaires, mais aussi par la réglementation R-20/04 relative aux services bancaires minimum garantis. Alors, nous parlons de services bancaires minimum. Est-ce qu'on peut savoir combien de produits sont concernés? En réalité, la liste est longue, elle est exhaustive, elle est de 22 produits. Je vais peut-être en citer quelques-uns,
Mais je vous donnerai quelques astuces pour retrouver l'intégralité de ces éléments. Donc, par exemple, l'ouverture d'un compte est gratuite. La tenue de compte, c'est gratuit. La domiciliation des salaires, c'est gratuit. Les relevés de compte bancaires sont gratuits. Le paiement par chèque au Congo est gratuit. La délivrance d'une attestation de non-redevance, une attestation par an, à la clôture des comptes est gratuite. L'encaissement des virements nationaux, communautaires et internationaux, il y a à peu près 22 produits et services de cette sorte qui sont gratuits. Pourquoi ceci? C'est pour favoriser l'inclusion financière, favoriser la bancarisation de la population congolaise, mais aussi pour protéger ses consommateurs. Il faut savoir que les frais bancaires, avec toutes ces petites astuces, reviennent chers. Donc, dans ce cadre-là, c'est une mesure communautaire qui s'applique au Congo. Pour retrouver les 22 services et produits, je vous invite à aller sur le site du ministère des Finances, mais aussi sur le site de dgifn@finance.gouv.com, sur LinkedIn de DGIFN, Facebook de DGIFN, Twitter de DGIFN, sur le site de la Banque centrale et prochainement sur les sites dédiés de la DGIFN et une application mobile. Monsieur Jean-Pierre Nono, à quoi sont exposés ces établissements en cas de non-respect de l'application des dits règlements? Avant même d'en arriver à l'exposition des contrevenants, il faut savoir qu'il y a tout un dispositif d'accompagnement. Ça veut dire qu'il y a un dispositif de médiation qui est géré communément par la Banque centrale et l'autorité monétaire, à savoir le ministère de l'économie et des finances. Et aussi les associations des consommateurs des produits bancaires et des services bancaires. C'est très important. Mais bien évidemment, si malgré tous ces dispositifs, nous ne trouvons pas de solution, alors il y aura des sanctions pécuniaires et éventuellement des sanctions administratives pour les assujettis, à savoir les banques, les microfinances et les établissements de paiement qui seront contrevenants. Justement, en cas de réclamation, que doivent faire les consommateurs de produits et services Je venais de le dire, mais j'ai dit peut-être très vite. Très vite, oui. La première réclamation se fait au niveau des banques, des microfinances et des établissements de paiement. C'est la première réclamation. Si solution ou médiation n'a pas été trouvée, alors on s'adresse à la Banque centrale qui a un médiateur dédié pour ce genre de sujet. Oui, non, j'ai fini. Merci, monsieur Jean-Pierre Nono. Je rappelle que vous êtes le directeur général des institutions financières nationales. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler du service bancaire minimum garanti. Merci d'avoir édifié ces téléspectateurs sur ce service bancaire minimum garanti. Merci. Les difficultés structurelles liées à la dégradation des infrastructures et de la voie ferrée n'ont pas permis au chemin de fer Congo-Océan de développer son réseau. C'est le point à retenir sur ce reportage que je vous propose de Démontez Mavongo. Le chemin de fer Congo-Océan a tenu le jeudi 16 février 2023 son conseil d'administration session budgétaire 2023. Session placée sous la houlette de Jean-Louis Osso, son président du conseil d'administration, en présence des administrateurs et du staff dirigeant de cette entreprise du rail. Jean-Louis Osso a ouvert cette session budgétaire en se référant de l'année 2022, année au cours de laquelle ces retrouvailles n'ont pas pu se tenir pour revisiter la gestion globale du chemin de fer Congo-Océan. Les difficultés structurelles du CFCO n'ont pas permis à cette entreprise d'avancer. Les difficultés structurelles du chemin de fer Congo-Océan liées à la dégradation continue des infrastructures, notamment la vétusté du matériel roulant, due aux problèmes d'approvisionnement en pièces de rechange et à la détérioration avancée de la voie. Tout cela n'a pas permis au chemin de fer Congo-Océan de bénéficier de l'évolution de la demande du trafic consécutive à la fin de la pandémie à coronavirus. Il est une évidence que l'année 2022 a été marquée par quelques dysfonctionnements d'exploitation. Jean-Louis Osso a tout aussi indiqué la gestion de l'année 2022. Le trafic global réalisé en 2022 a été de l'ordre de 499 979 contre 514 056 tonnes par rapport à l'année 2021, soit une régression de 2,74%. Cette légère baisse s'explique
par l'arrêt du trafic courant en février 2022 dû à l'incident susmentionné. S'agissant des recettes générées par le trafic, elles se sont élevées à 7 731 000 contre 8 678 millions pour l'année 2021, soit une baisse de 10,91%. Cette baisse s'explique d'une part par l'interruption du trafic pendant 5 semaines pour la raison précédemment indiquée et de l'autre par le transport des agrégats en évolution importante dont la facturation est faible du fait des courtes distances parcourues. Par conséquent, le chiffre d'affaires provisoire réalisé, soit 8 658 millions, est également en baisse de 11,52% par rapport au chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant l'année 2021. L'on retiendra un tableau budgétaire dont les recettes sont chiffrées à 24 205 milliards de francs CFA contre 29 538 millions de dépenses avec un déficit de 5 milliards de francs CFA, fonds à rechercher. Sous ce plateau, M. Sir Mouassa Ibengue, avec lui sera question de son ouvrage Congo-Brazzaville, la conférence nationale souveraine et la grandeur de Denis Sassou Nguesso. Merci M. Sir Mouassa Ibengue d'être venu sur ce plateau pour nous éclairer sur votre ouvrage que je viens de citer. Alors, la première question, pourquoi cette image sur la première du couverture de cet ouvrage? On voit une image de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi cette image? Merci, monsieur le journaliste. L'image ici, c'est le dernier jour de la conférence nationale. Et donc, le président de la République serrant, sinon étreignant, le président Jacques-Joachim Yombi Opango. Et c'était ça, à mon sens, le signe même de la grandeur de Denis Sassou Nguesso pendant cet événement aussi constitutif de l'histoire de notre pays. Alors, d'où vous est venue cette idée de pouvoir écrire sur la conférence nationale souveraine, mais également sur ce que vous appelez la grandeur de Denis Sassou Nguesso? Oui, mais parce que d'abord, vous comprendrez que les ouvrages portant sur la conférence nationale dans notre pays sont quasiment inexistants. Vous voyez, moi je vous ferai savoir que personnellement, je fais partie de la génération Y, ceux nés entre 1980 et 1997. Pendant la conférence nationale, nous avions autour de 11-12 ans, sinon 10 ans. Nous avions tous suivi l'événement en direct, puisqu'il était rediffusé à la télévision comme à la radio. Et nous avions compris quoi? Pas grand-chose. Donc c'est en réalité pour un devoir de mémoire d'abord, parce que c'est l'histoire du pays. Et j'ai bien l'impression, monsieur le journaliste, que les Congolais ont peur de leur histoire. Ils sont effrayés de parler de leur histoire. Et j'ai pensé que c'était vraiment pas bien. Parce que l'histoire, notre histoire, est une partie de nous. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on fait avec. Nous, la génération Y, on n'a pas compris grand-chose de la conférence, donc de l'histoire du pays. Alors qu'à l'école, sans cesse, on nous parle de la France, des États-Unis, de la Chine, mais notre propre histoire, on l'ignore. Mais la génération Z qui a suivi, à partir de 1997, ne sait pratiquement rien de la conférence nationale. La génération Z? La génération Z. C'est quoi cette génération Z? Cette génération qui commence de 1997 et qui s'achève en 2010, sensiblement. Ils n'ont rien compris. Alors, c'est l'info. À quel niveau se situe ce que vous appelez la grandeur de Denis Sassou Nguesso? Bon, cette grandeur, on m'a posé cette question plus d'une fois. On a dit, mais pourquoi avoir parlé de grandeur? Moi, je vous dirais d'abord que quand le monde est d'accord, les commentateurs politiques sont d'accord à dire que le président Mandela, par exemple, a été grand, mais il n'a pas été grand parce qu'il a construit des immeubles en Afrique du Sud, ou bien parce qu'il a donné du travail à tous les Noirs. Loin de là, il a été grand en fonction de la posture qu'il a adoptée une fois libéré de prison. Le président Sassou a géré le pays, c'est vrai, de 1979, alors qu'il n'a que 36 ans, jusqu'en 1991. Pourquoi cette grandeur? C'est ça le fondement de ce livre. Pendant la conférence nationale, tout le mal du Congo a été déposé sur lui. Pourtant, seul, il n'a pas pu gérer le pays. Ça a été une équipe. Mais on a dit, c'est lui qui a tout volé. C'est lui qui a fait ce qui est mauvais. C'est lui qui a fait ceci, lui qui a fait cela. Mais le monsieur est venu
clôturer les assises de la conférence nationale. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, il y a eu une passation de service entre un président sortant et un président entrant. En l'occurrence, le 31 août 1992, entre le président entrant Pascal Lissouba et le président sortant Denis Sassou Nguesso. Et même cette image de couverture témoigne de cette grandeur. Il a dit, vous avez dit, vous avez fait, j'accepte, je reconnais. Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de plaire au président Denis Sassou Nguesso? Loin de moi cette idée, monsieur le journaliste. Vous ne sollicitez pas une place quelconque dans l'administration congolaise? Vraiment, je ne suis même pas tenté de penser à cela. Parce que c'est mon 6e livre, et je crois que jusque-là, j'ai été assez critique sur ce qui se passe dans notre pays. Mais mon devoir d'écrivain, monsieur le journaliste, mon devoir d'auteur, c'est de me placer au-dessus des considérations politiciennes. Je ne suis pas dans un parti politique, mais je suis là, quand je constate que ici ça a marché, j'applaudirai. Mais ici ça n'a pas marché, je dénoncerai. Voilà pourquoi j'ai pensé écrire cet ouvrage-là. En 1991, il a accepté qu'il y ait conférence nationale. Il est allé jusqu'au bout, il est venu clôturer les assises. Et il a dit au président Yombi, mais viens, viens. C'est comme s'il disait, malgré tout ce que tu as dit, malgré tout ce que les autres ont dit, venez quand même. Je vous ai pardonné, j'ai tout oublié. Alors vous avez parlé du président Denis Sassou Nguesso qui a tout assumé, qui a accepté d'être voleur, qui a accepté d'être tout ce qu'on... Oui, tout ce qu'on lui a reproché. Oui, il a... Est-ce qu'il avait le choix? Ou il était... Peut-être qu'il était devant... au pied de mur. Oui, je pense qu'il n'était pas au pied du mur. C'est là où les gens se sont trompés. Parce que les gens qui ont acheté ce livre m'ont dit « Mais le monsieur n'avait pas le choix. » Si, le monsieur avait le choix. Parce que lorsque le président Gorbatchev lance la perestroïka, plutôt, il prend le pouvoir, il arrive au pouvoir le 11 mars 1985, à partir du mois d'avril, il lance le mouvement de la perestroïka. Lorsque le président roumain, Nicolas, et son épouse, Elena, donc les Ceausescu, sont arrêtés, jugés expéditivement, exécutés, et leurs dépouilles en train de gésir sur les rues de Bucarest. Mais ça effraie. Il y a eu la conférence de La Baule, quand le président Mitterrand a dit « Si vous n'introduisez pas le minimum de démocratie chez vous, le multipartisme, alors vous ne bénéficierez plus jamais d'une aide quelconque de la France. » Mais le président, permettez-moi de terminer, le président avait le choix. Non, il avait le choix. Parce qu'il y en a qui ont organisé les conférences et il y en a qui ont refusé de les organiser. Au Burkina Faso, à côté, il n'y a pas eu de conférence nationale. Il y a eu un dialogue pour la réconciliation. Donc il n'était pas au pied du mur? Il n'était pas au pied du mur. Parce que nous avons vu au Gabon, on n'a même pas organisé une conférence souveraine. Ils ont organisé juste une conférence nationale. Et le président Bongo est resté là. Nous avons vu en RDC, ancien Zaïre, le président Mobutu a essayé une conférence qui s'est éternisée. Il est resté au pouvoir. On a vu en Côte d'Ivoire, le président Boigny a organisé ce qu'il a pu faire et il est resté au pouvoir. Donc le président Sassou, il pouvait y rester, il pouvait s'accrocher au pouvoir comme tout le monde. Alors, monsieur Cyr, en dehors de cet ouvrage, est-ce que vous avez d'autres projets en vue? Les projets, ils sont très nombreux parce qu'il y a 3 autres ouvrages qui viennent de paraître. Il y a toujours sous la grandeur de Denis Sassou Nguesso? Non, ça c'est un pan de l'histoire qui a accepté que l'action accomplie en ce moment-là relevait d'une posture héroïque. Et ça, je ne cesserai de le dire, quoi qu'il advienne. Et donc les autres livres, c'est au niveau de l'anthologie, un peu comme qui dirait la compilation, sinon un regard assez synoptique sur toute la production littéraire congolaise de 1950 jusqu'en 2022. Et il y a eu encore un roman aussi qui vient de paraître avec un recueil de poèmes. Merci, monsieur Cyr Mouassa Ibengue. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de de votre ouvrage sur le Congo-Brazzaville, la conférence nationale souveraine et la grandeur de Denis Sassou Nguesso. Merci une fois de plus, monsieur Cyr, d'être venu sur ce plateau pour nous édifier sur votre ouvrage que vous venez de publier ici au niveau du Congo. Merci. Décédée le 4 février dernier, c'est ce vendredi que Flore Edebe, ancienne collègue ici à DRTV qui évoluait depuis à Radio Congo, a été inhumée au cimetière Bouka. Émotion à suivre dans ce reportage de Giscard Maungu et Jaurès Ekomba. Esengo na biso ya tango nyonso ezali pona toyebi bozali mingi ebele na kolanda kabilili pe manaka ma Digital Radio Télévision Internationale. C'était il y a quelques années. Flore Edebe était dans sa prestance habituelle. Elle était dans son élément. Présentatrice de qualité des journaux en langue lingala. Elle a marqué aussi son passage à Radio Congo.
Cette prestance, c'est depuis Haïti pour toujours. C'est vraiment l'espoir de la presse congolaise, je parle d'une manière générale. C'est comme elle a commencé à DRTV, elle était déjà à Radio Congo, elle pouvait également aller ailleurs. Vraiment, il nous manque des mots devant cette dure épreuve. À la morgue municipale de Brazzaville, pour le jour ultime, la douleur de séparation était partout. Les collègues de Flore Djébé sont aussi venus pour le dernier hommage dans un environnement de douleur. Dans cette salle réservée pour le recueillement des collègues de Flore Djébé, l'oraison funèbre est lue en lingala, la langue de service de Flore. Olivia Flore Djébé mopandi sango malamu olokota lwa lingala nzinga ya ye ya mosala. Quand j'arrive nouvellement à DRTV, j'ai croisé Flore Djébé. Elle était déjà à DRTV. Donc pour moi, Flore Djébé, je pouvais dire, était comme un encadreur. Donc elle m'a reçu, elle m'a prodigué certains conseils pour connaître les béabas du boulot. Au recueillement, Neveto-Ba, collègue de Flore à Radio Congo, n'a pas pu avancer, préférant se blottir dans les bras de Peggy Nyanga. La douleur est bien palpable. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je suis désolé. Là, la petite sœur de Flore, qui n'arrive pas non plus. Le temps est lourdement triste, surtout que rien ne présageait une telle issue. La façon qu'elle s'est séparée de nous, c'est vraiment inexplicable. Parce que vendredi, elle était en conférence de rédaction, apparemment bien portante. Et le samedi, un AVC l'emportera. Devant le catafalque, le directeur général de Radio Congo est passé pour le geste ultime. Le secrétaire général, directeur général par intérim de DRTV, est aussi passé pour le même geste. À côté, Roland, avec qui Flore Djébé a partagé sa vie et a eu 2 enfants, est plongé dans la douleur. C'est le 11 mars 1983 à Lukolela, dans le département de la Cuvette, que Flore Djébé est venue sur Terre. C'est le 4 février dernier qu'elle a refermé sa parenthèse de vie. Flore Olivia Djébé a été enterrée au cimetière de Buka, lieu où elle reposera pour l'éternité. Alors nous allons terminer cette édition marathon avec Johnson, philosophe, artiste musicien qui n'est plus à présenter, mais également Laïla, artiste chanteuse, qui sont venus sur ce plateau pour nous parler une fois encore de l'amour. Alors Johnson, philosophe, qu'est-ce que vous prévoyez? Voilà, donc c'est demain qu'il va se tenir à l'Institut français du Congo un spectacle Rumba Saint-Valentin. Rumba, vous savez qu'on vient aujourd'hui de reconnaître la rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est l'occasion de valoriser cette rumba et ses variantes. Parce qu'il y aura la rumba, la samba, la salsa, un peu du tout, du ngwasuma, du show. Donc voilà, il y aura beaucoup de styles. Vous voyez que Laïla est à côté, donc elle participera également. C'est pour dire que c'est un cadeau signé Nouvel An pour la rumba qui est la danse à deux. Laïla, que vous allez proposer à ces invités qui seront ce samedi à l'Institut français du Congo? Comme l'a dit Johnson, ce sera un répertoire très métissé, très mélangé. Donc il y aura un peu de chansons d'amour, un peu de hip-hop et puis un peu de R&B aussi. Oui, il y a des chansons que les Congolais aimeraient bien écouter en pareille circonstance qui parlent justement de l'amour. Est-ce que votre répertoire sera composé de ces quelques mots que les gens voudraient bien entendre?
Tout à fait. Il y aura définitivement des je t'aime. Je t'aime. Déjà, Rumba la piste est là, qui veut dire que c'est la danse à deux, mais déjà la maison, donc c'est ça, il y aura un peu du tout, du show. Donc voilà. On vous attend demain, 18h déjà pile. Vous savez, là-bas, le timing est respecté. Et donc, c'est à 18h que nous allons débuter. Et nous avons peut-être 2 heures de spectacle et à respecter pour faire plaisir aux Congolais et aux mélomanes de la bonne musique. Donc, avec l'Institut français du Congo, bien sûr. Il y aura une tenue particulière ou bien... C'est vrai qu'avec là, on est dans les rouges, blancs et bleus. C'est vrai, le noir. Mais sinon, l'amour, elle est célébrée partout. Là, il a un mot pour terminer. Merci de nous avoir reçus et à tout le monde, on vous attend donc demain à pied ferme à l'Institut français du Congo à partir de 18h. Johnson. Et venez, comme je dis toujours, si le bonbon est sucré, ne dis pas qu'il est amer. C'est un spectacle qui sera sucré. Donc venez, on vous attend. Voilà, continuons donc à célébrer l'amour en ce mois de février. Et c'est par ce mot amour que nous allons clôturer ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve ce samedi pour un autre point de l'actualité du jour.